départementaux, mes chers collègues, tout d'abord, vous le comprendrez, je veux ce matin, comme je l'ai fait hier, condamner avec la plus grande fermeté les faits de violence qui se sont déroulés à Dijon dans la nuit de samedi à dimanche et qui ont conduit à la mort d'un homme. Je veux adresser toute ma solidarité aux familles face aux trafiquants qui les terrorisent, témoigner ma sympathie aussi à tous ceux qui ont été terriblement éprouvés par cette disparition. Je sais le combat qui est mené par le préfet de région. Je veux redire ma confiance dans les forces de gendarmerie et dans les forces de police, dans l'autorité judiciaire pour que les coupables de ces actes soient identifiés et sévèrement sanctionnés rapidement. En tout cas, je voulais témoigner à chacun notre indignation et parfois même notre colère face aux événements qui se sont produits et donc exprimer une grande fermeté, en tout cas la souhaiter et l'exprimer face à ces faits de violence répétés. D'ailleurs, qu'ils sont, je le dis à Madame Nathalie Konders, qu'ils ne sont pas propres à Dijon. On observe, vous avez vu les événements tragiques auxquels on est confronté, la société tout entière est confrontée, sur fond de trafic de drogue, parfois sur fond de violence. Et donc, évidemment, que c'est une question qui doit tous nous interpeller et donc qui doit tous nous engager à une profonde solidarité pour faire en sorte qu'on puisse trouver des solutions à ces faits de violence qui minent des quartiers, qui minent parfois même, et qui touchent aussi, pas que les quartiers d'ailleurs, hein. Vous avez vu les faits qui se sont produits, donc avec cette agression dans un bal qui est organisé dans une commune. J'entendais ce matin les témoignages de la maire. C'est vrai qu'il faudra qu'on soit extrêmement attentif et qu'on ait des réponses urgentes, notamment sur des problèmes, des phénomènes de violence qui sont liés à des problèmes psychiques et psychiatriques, parfois. Et on est bien démunis par rapport à ces enjeux. En tout cas, faire preuve de fermeté, c'est le moins que nous puissions assurer à tous nos compatriotes après des faits aussi terriblement choquants. Cette session, elle est consacrée à nos orientations pour le budget 2024. Elle s'inscrit d'abord dans ce que je viens de dire, dans un contexte inédit, mais elle s'inscrit aussi dans un contexte difficile pour nos compatriotes. On assiste depuis plusieurs mois à une véritable explosion de nos dépenses sociales. Je pèse les mots, hein, une véritable explosion de nos dépenses sociales. Et puis ce qui est inédit, c'est que ça coïncide avec une chute inédite de nos ressources, notamment une chute inédite des droits de mutation. On a déjà connu des moments difficiles, hein. Je veux le rappeler, lors de la crise des subprimes en 2008, on avait une chute de 50% de nos droits de mutation, ce qu'on appelle les droits de notaire, 50% à l'époque. Mais aujourd'hui, contrairement à 2008, c'est ce qui rend la situation encore plus complexe, c'est que nous n'avons plus rien pour amortir le choc. Nous n'avons plus d'impôts, nous n'avons plus le foncier bâti, nous n'avons plus le levier donc de fiscalité locale. Et puis, situation inédite aussi, parce que nous sommes confrontés à un climat international extrêmement tendu et des conséquences ici même dans notre pays sur la vie de nos compatriotes, avec les prix de l'énergie qui restent élevés, très élevés, et difficilement supportables pour beaucoup de familles, et puis les prix d'alimentation qui restent aussi durablement élevés. Et donc, on voit et on constate, nos services constatent, et je veux rendre hommage à tous nos agents qui sont confrontés au quotidien à la montée de ces précarités, on constate cette montée des précarités qui touche aussi les classes moyennes. Et ce qui est nouveau, ça touche aussi ceux qui travaillent. Et nous qui sommes évidemment en charge du social, nous sommes la collectivité la plus exposée à ce choc. 2 chiffres pour illustrer le propos. Et je voudrais que vous soyez extrêmement attentifs à ces 2 chiffres. Premièrement, nous avons été confrontés à une augmentation de nos dépenses sociales sur une année de 35 millions d'euros. 35 millions d'euros. Parfois, sur des mesures que nous avons discutées avec le gouvernement de revalorisation salariale, dont les effets en année pleine se sont fait sentir. Je pense notamment au Ségur, que nous avons appliqué. Je pense aussi à la revalorisation de l'aide à domicile, où nous avons même plus, puisque nous avons non seulement encouragé à de bonnes pratiques, avec un bonus, mais nous avons aussi apporté une aide complémentaire aux aides à domicile en milieu rural. Donc nous avons fait
notre contribution. Et puis il y a les mesures qui ont été prises par le gouvernement, et donc celles-là que nous n'avons pas maîtrisées, des revalorisations successives du RSA, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, 35 millions d'euros de dépenses supplémentaires. 35 millions. Il faudrait que chacun soit bien conscient des chiffres. Et en même temps, nous avons une baisse de nos ressources de 20 millions d'euros en l'état actuel des choses, de droits de mutation, et la situation ne va pas s'arranger dans les mois qui viennent. J'ai regardé avec le système bancaire l'évolution des volumes de prêts immobiliers. Ils ont baissé en nombre et en valeur de l'ordre de 40%, ces prêts immobiliers, entre octobre 2022 et octobre 2023. Ça veut dire que cette baisse de 40%, nous allons la retrouver dans les 6 mois qui viennent. Et nous avons une situation particulière dans nos départements, c'est que nous percevons les droits de mutation mois le mois, ce qui fait que la moindre chute, nous la prenons de plein fouet chaque mois. Et ça, c'est une situation que d'autres collectivités ne connaissent pas. Je n'ai cessé de le dire ces derniers mois. Je l'ai redit devant la Première ministre lors des Assises nationales des départements de France à Strasbourg. Tous les départements, aujourd'hui, sont en situation de grande fragilité. Et je le redis, le gouvernement doit arrêter de charger la barque. On vient d'adopter à l'Assemblée nationale une loi sur le bien vieillir, mais en même temps, on observe qu'il n'y a pas un euro de plus pour les départements qui sont en première ligne, notamment sur les EHPAD. Pas un euro de plus. Alors nous avons réussi à obtenir aux dernières assises de la Première ministre une contribution de 150 millions d'euros qui va permettre à chaque département de pouvoir être aidé par la CNSA sur l'autonomie à hauteur de 40%. C'est un peu technique, mais ça s'appelle la solidarité nationale. Nous ne serons pas concernés, puisque nous sommes déjà, je crois, à 43% sur l'autonomie, sur l'APA, en contribution de la CNSA, donc de la solidarité nationale. Donc, je le dis, bon nombre de départements ne pourront plus faire face pour négocier le virage du domiciliaire, qui est souhaitable et souhaité, et faire face à la montée des besoins en EHPAD sans la solidarité nationale. Je l'ai dit et je le redis. Alors face à cette situation de tension budgétaire, le chemin que je propose avec la majorité, c'est ni l'austérité, ni le renoncement. C'est-à-dire c'est un chemin de responsabilité auquel j'invite tous à participer, un effort de responsabilité. Au service d'abord de 100% des Côtes d'Orient, c'est notre objectif. Et je le redis à nos services aussi, et ainsi qu'aux Côtes d'Orient, pour parvenir à cet objectif, nous continuerons de maintenir partout notre présence territoriale et nos services départementaux, sur 100% du territoire. Et si pour faire face demain, nous devons différer certains de nos programmes, nous le ferons sans remettre en cause les engagements que nous avons pris devant les Côtes d'Orient et envers les communes. Je veux rappeler qu'en 2024, dans les grandes orientations, pour illustrer le choc social auquel nous sommes confrontés, en 2024, le budget solidarité humaine dépassera les 350 millions. Je vous parlais de 35 millions d'augmentation d'une année sur l'autre. L'an prochain, on prévoit 24 millions de plus. 24 millions de plus. On va dépasser les 350 millions. Là encore, c'est inédit. Mais c'est un effort nécessaire. Parce que notre objectif dans le département, c'est bien de protéger les Côtes d'Orient. Tous les Côtes d'Orient. Et notamment les Côtes d'Orient les plus fragiles, et les accompagner dans ce parcours de vie un peu difficile. Quand je dis un peu, c'est pour nous laisser des marges d'espérance. Nous allons continuer d'adapter nos actions pour apporter une réponse que je souhaite le maximum individualisée à chaque parcours de vie. Dans le domaine de la protection de l'enfance, nous allons reprendre au 1er janvier 2024 la gestion effective de l'Institut de Vigne à Semur-en-Auxois. Nous avons évité sa fermeture. Et construire avec notre maison départementale de l'enfance à Huy un véritable cadre référentiel pour le suivi de nos jeunes. Je remercie vraiment tous nos services qui ont mené cette opération avec beaucoup d'engagement. Je sais l'implication d'Emmanuel Coin sur ce sujet, donc je vous rendrai compte d'ailleurs régulièrement. Comme ça, on aura un lieu d'accueil pour les plus petits, adapté, ou pour les séjours de l'ordre de 6 mois à 1 an maximum,
puis ensuite une trajectoire qui permettra d'accueillir des jeunes dans un environnement qui est serein, à Semur-en-Auxois notamment. Et donc, je vous inviterai sur ce même sujet à prolonger le contrat départemental de prévention et de protection de l'enfance jusqu'à la fin de l'année prochaine. C'est un partenariat que nous avons piloté avec l'État et l'ARS qui permet de mobiliser 7,3 millions d'euros au bénéfice de la prévention, de la formation des professionnels et de l'amélioration de la prise en charge des enfants protégés. C'est une démarche qui fonctionne d'ailleurs, qui fonctionne bien puisqu'elle était confortée aussi par la Première ministre dans son discours en clôture de nos assises à Strasbourg. Qui dit précarité dit aussi montée des violences. Et vous savez combien nous sommes engagés, tous nos services, pour protéger les plus fragiles, notamment les femmes. J'ai tenu vendredi matin, avec Emmanuel Coin et Laurence Porte, depuis notre agence Solidarité à Montbard, j'ai tenu à faire le point des actions et des outils que nous déployons pour prévenir ce véritable fléau, ces drames humains, et accompagner les victimes qui sont aussi, pas simplement les femmes, mais souvent sont aussi les enfants. Nous avons décidé avec tous nos partenaires de lancer un véritable observatoire des violences faites aux femmes et enfants. Nous avons chacun connaissance des évolutions, mais en même temps, il est important qu'on puisse avoir une vision partagée sur les faits de violence, sur leur territorialisation. L'idée, ce n'est pas simplement, vous l'avez compris, d'observer la situation, mais c'est qu'en territorialisant, de pouvoir cibler les secteurs en particulier ou les personnes pour lesquelles nous devrons apporter une attention toute particulière. Et vous savez qu'en la matière, la prévention est la meilleure des réponses. À la demande du président de la République, nous copiloterons un pacte nouveau départ. Nouveau départ pour permettre la mise en place d'un parcours plus coordonné, plus rapide entre les différents acteurs pour isoler le conjoint violent et protéger les victimes. C'est aussi le sens des conventions que nous avons prises. Là aussi, il y a eu beaucoup de travail de fait avec nos partenaires. Je vous remercie, Christine Barbier, Monsieur le Directeur Général des Services, cher Xavier Barrois. Dans le domaine de l'autonomie, là aussi, nous avons pris et nous prendrons nos responsabilités. Nous avons sauvé l'EHPAD de l'Aigne. Il ne se passe pas de semaine sans qu'on soit appelé à l'aide par certains EHPAD et nous sommes au rendez-vous. J'appelle l'ARS d'ailleurs à travailler étroitement avec nous parce que ce n'est pas notre seule responsabilité pour faire face aux trajectoires compliquées d'un certain nombre d'EHPAD. Je rappelle que nous avons, en matière d'aide à domicile, revalorisé le tarif horaire de l'aide à domicile à 6 reprises. Il est aujourd'hui de 23 € majoré à 24 en milieu rural, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, avec une dotation qualité de 3 € pour améliorer les conditions de maintien à domicile des personnes âgées handicapées en perte d'autonomie. Notre objectif, c'est bien le maintien à domicile, autant qu'on le peut. Et puis, quand la prise en charge pour les personnes handicapées ou pour les personnes vieillissantes qui ne peuvent pas rester à la maison, nous avons allé plus loin dans notre engagement en 2024 avec un effort exceptionnel pour les personnes âgées dépendantes et leurs familles, en portant la valeur, c'est un peu technique, mais ça se traduit par plus de 1,5 million de dépenses supplémentaires, en portant la valeur du point GIR départemental de 7,6 à 8 € pour la prise en charge de la dépendance. Là aussi, nous allons faire un effort particulier pour les dotations aux établissements. Nous allons faire évoluer nos dotations de 3 à 6% selon le type d'établissement. Et en plus, nous allons continuer de soutenir l'investissement pour l'amélioration de la prise en charge. Nous sommes un des rares départements à le poursuivre. Et aussi l'investissement en faveur de la transition énergétique. Je l'ai dit à plusieurs reprises. Mais je redis que dans le contexte de tension sur nos ressources que nous traversons, on ne pourra pas absorber sans la solidarité nationale le choc des dépenses liées au vieillissement. Je veux simplement vous rappeler un chiffre. Aujourd'hui, on compte dans notre pays plus de personnes de 65 ans que de jeunes de 15 ans. Ça veut dire que le choc, il est à venir, il est devant nous. Et donc, il faut se préparer à assurer une solidarité qui ne peut être que nationale. Et sans un lien étroit, d'ailleurs, entre virage domiciliaire et accueil en établissement. Je vois certains qui ont la tentation, là encore, de dire confiant à l'État la gestion des ARS, confiant à la gestion des EHPAD aux ARS. Franchement, je dis mes plus extrêmes réserves. Quand je vois la situation du médical dans notre pays, confiée exclusivement
à l'État et aux ARS la gestion du médico-social. Certains pointent du doigt les déserts médicaux, et c'est réel. Ben, on risque de pointer du doigt demain les déserts médico-sociaux. Quand je vois que le département, je le répète, a racheté les pâtes de laine pour éviter le déracinement. Et donc, nous poursuivrons cette politique de soutien à la présence territoriale pour qu'on puisse vieillir là où on a vécu et là où on souhaite finir ses jours. Voilà. Donc, je veux saluer aussi, évidemment, j'ai salué le geste de la Première ministre, mais notre objectif, c'est qu'on parvienne très vite à un 50-50 entre CNSA et département pour assurer l'autonomie et le bien vieillir et la prise en compte du handicap. Troisième objectif, évidemment, les solidarités, je vous l'ai dit. Troisième objectif, c'est bien sûr l'investissement. D'abord, je veux le redire à tous nos maires, les rassurer. C'est compliqué, mais nous resterons fermement aux côtés des communes et des intercommunalités. C'est un engagement que nous avons pris et que nous maintiendrons. Nous maintiendrons l'objectif du plan Marshall à 150 millions d'euros sur 5 ans. Et ce défi, le défi devant lequel nous sommes placés, il est très simple. C'est de faire face et en même temps d'être au rendez-vous de l'avenir face aux grandes transitions écologiques, énergétiques, alimentaires, climatiques et numériques. Et nous allons le relever. En 2024, alors je me souvenais des recommandations de l'opposition de gauche qui nous disait dépenser plus quand on avait des ressources qui étaient un peu plus en croissance qu'aujourd'hui, puisqu'elles sont en décroissance. Investissez, dépensez. Heureusement que nous avons mené un effort de désendettement qui nous permet aujourd'hui de faire face. Et nous maintiendrons un niveau d'investissement historique à hauteur l'an prochain de 130 millions d'euros. Quand je dis historique, c'est qu'on n'a jamais autant investi. Un choix fort, parce que vous le voyez bien, on a un climat économique qui s'assombrit. Et donc, dans ce contexte économique qui s'assombrit, évidemment que l'investissement public est un levier considérable sur l'emploi local. Je rappelle tout le travail que nous avons fait pour que cet investissement bénéficie, dans le respect des règles de droit, aux entreprises côte-d'Orienne. Donc, c'est un choix fort pour continuer à soutenir l'emploi local. On continuera d'investir, chère Catherine Hervieux, sur les mobilités douces. On poursuivra le plan vélo et l'objectif d'atteindre les 1000 km d'itinéraires cyclables d'ici la fin du mandat. En matière de mobilité plus vertueuse, je vous propose la création d'un nouveau dispositif pour accompagner les Côtes-d'Oriens et les accompagner à se tourner vers des carburants moins polluants comme le GPL et le bioéthanol. Je veux rappeler que si nous faisons cela, c'est parce que dans le monde rural, pour se déplacer, on a besoin de sa voiture. Alors j'entends déjà les critiques de ceux qui préfèrent l'interdiction à l'incitation. Moi, je le dis comme je le pense, on ne luttera pas contre le changement climatique en pointant du doigt les Français, mais plutôt en leur donnant les moyens d'adopter de nouveaux comportements. Et bien sûr, nous continuerons, cher Hubert Poulot, d'investir sur nos routes départementales, d'aider les communes sur leurs routes communales, avec un effort tout à fait particulier que nous devrons produire pour accueillir le Tour de France. Au sujet des routes, janvier sera un moment important puisque nous allons passer de 5674 km de route à 5710. 5710 puisque nous avons la reprise de l'autoroute A38. Un rapport vous est proposé pour s'engager dans cette période de transition afin de finaliser le transfert des moyens humains. On va récupérer 19 ETP, 19 équivalents temps plein pour assurer l'entretien de cette autoroute. C'est un sujet aussi financier, puisqu'on a négocié 2,1 millions d'euros par an pour assurer l'entretien de cette autoroute structurante pour notre département. Alors j'entends qu'on donne des noms maintenant aux biens que nous allons récupérer. Alors pour l'autoroute, moi je vous propose, l'autoroute A38, qu'on lui donne le nom la Côte-d'Orienne. Alors certains vont s'interroger, pourquoi la Côte-d'Orienne ? C'est parce qu'elle est au service de tous les Côtes-d'Oriens. Ça vous va ? C'est un joli nom, la Côte-d'Orienne. Enfin, ce budget 2024 marquera une nouvelle étape de notre engagement résolu pour la protection de l'environnement et l'adaptation au changement climatique.
Donc d'abord, 2024 verra les premiers bâtiments et collèges équipés de panneaux photovoltaïques. On aura la création de Côte d'Or Solaire avec le Syseco, une nouvelle société, enfin avec Côte d'Or Énergie, donc, dont je vous proposerai la création lors de notre session de décembre. On va poursuivre la désimperméabilisation et la végétalisation de nos collèges. Ça se poursuivra également avec une enveloppe de 4 millions en 2024 dans le cadre du plan 1000 arbres. Et puis je vais terminer par la gestion de la ressource en eau. Je me réjouis que la commission de coopération intercommunale, la commission départementale, ait engagé élus locaux de toute sensibilité à une majorité de 2/3 de ses membres la révision du schéma départemental qui permettra d'ouvrir la porte à la mobilisation des ressources d'intérêt départemental de Grosbois et d'Émailly. Je l'ai dit devant la CDCI en paraphrasant le président Chirac, dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines, ces derniers jours. En paraphrasant le président Chirac, j'ai rappelé que notre maison brûle et qu'on ne peut pas, on ne doit pas regarder ailleurs. Le temps est compté. Certains voudraient que rien ne change, espèrent que tout ira mieux en ne rien changeant et en laissant s'écouler le fil de l'eau. D'autres, comme nous, avec les communes, les syndicats, constatons les difficultés sur notre ressource en eau et nous savons que rien ne pourra être accompli sans engagement collectif. Notre majorité en avait pris d'ailleurs, on a pris l'engagement devant les Côtes-d'Oriens et nous serons à leur côté pour la mobilisation, la mutualisation de la ressource en eau. Au chapitre de l'adaptation au changement climatique, vous savez qu'on va procéder à l'acquisition d'une forêt départementale sur la commune de Vertot, dans le Châtillonnais. Ça viendra, on ne va pas faire la même chose que ce qui se passe dans le parc, hein, bien évidemment. Il s'agit d'un massif forestier qui appartenait à l'hôpital de Tonnerre, qui est d'une superficie de 158 hectares, et c'est un montant d'1 million d'euros. Et nous allons travailler à une forêt dite mosaïque, évidemment avec l'Office national des forêts et tous nos partenaires, communes forestières, CRPF, en assurant une promotion de la multifonctionnalité de la forêt, au plan économique, social, écologique et bien sûr cynégétique. Et on y veillera à l'expérimentation de plantation d'essences résilientes au changement climatique. En parlant d'adaptation au changement climatique, je veux bien sûr évoquer l'évolution de notre service départemental d'incendie et de secours. Je vous propose aujourd'hui, d'une part, de donner un avis favorable sur la révision du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques. D'autre part, vous le savez, j'ai tenu à ce qu'il y ait une nouvelle convention avec le SDIS pour sécuriser les financements dans le temps. Elle porte sur des engagements pour les 5 prochaines années. D'abord pour 2024, vous avez entendu les chiffres. C'est un effort que nous allons faire, là aussi, que nous ne faisons pour aucun autre service, qui est une augmentation de la contribution financière supérieure à l'inflation de 7%. C'est bien au-delà de l'inflation. Nous devons continuer aussi d'investir. Je rappelle qu'entre 2020 et 2024, la contribution au fonctionnement du SDIS aura augmenté de plus de 5 millions d'euros, soit de 30%. Chacun doit mesurer l'effort qui a été accompli. 30%, cher Christophe Avena, cher Hubert Poulot, 30% de plus. Je rappelle, et quand je dis 30%, c'est sans compter les 5 millions d'euros que nous avons investis à la suite des incendies pour permettre de prépositionner. Et donc je pense que nous sommes au rendez-vous de la sécurité civile dans ce département. Je le dis clairement. Nous allons faire un effort supplémentaire. Nous avons un effort à faire sur le bâtimentaire. Le bâtimentaire, c'est-à-dire des casernes pour lesquelles, Hubert Poulot, vous m'avez sensibilisé. Le département prendra ses responsabilités, il va y consacrer une enveloppe de 5 millions d'euros sur les 5 prochaines années. Mais je le dis ici clairement, les efforts que nous devons faire ensemble dans un contexte financier de recherche de l'efficience devront être poursuivis. Pour ma part, c'est très clair, en tant que président de ce département, nous avons, et j'ai toujours pris mes responsabilités pour que la sécurité civile soit assurée. Pour preuve, j'ai regardé les éléments du SDACR. Nous avons une amélioration de la prise en compte de la sécurité civile pour nos compatriotes en Côte d'Or. Je veux en remercier les sapeurs-pompiers, professionnels et volontaires, qui, je le sais, dans la période actuelle, feront tous preuve d'esprit de responsabilité pour faire coïncider les objectifs, qui doivent rester ambitieux, mais les moyens qui doivent rester disponibles. Et ça, c'est ma responsabilité. Je le redis à tous, je le redis au contrôleur général.
C'est ma responsabilité en tant que président de ce département de faire coïncider l'objectif de sécurité civile dont nous avons la charge, dont j'ai la charge, que j'ai confié à Hubert Poulot, et les moyens qui doivent y être consacrés pour la garantir, mais dans la recherche permanente de l'efficience. Je le redis et je prends à témoin tous les Côtes d'Orient de cet objectif. Un mot pour terminer. Nous traversons des moments très difficiles. D'abord, je veux dire à nos compatriotes que nous avons la ferme intention d'être à leur côté. Et puis on doit aussi, surtout, travailler à se retrouver autour d'événements, à se retrouver autour de valeurs qui font de le vivre ensemble. Et je suis très heureux qu'on accueille le Tour de France avec 3 étapes du 4 au 6 juillet, une arrivée à Dijon, chère Nathalie Konders, un contre-la-montre entre Nuit-Saint-Georges et Gevrey-Chambertin. On a beaucoup travaillé avec Christophe Lucan et Hubert Poulot, Valérie Dureuil, et je me réjouis que ces climats, les Hautes-Côtes vont être mis en valeur. Ce sera le plus long passage, et puis l'arrivée à un départ à Semur-en-Auxois. Et donc ce sera le plus long passage du Tour dans un département. Le Tour est un événement à portée mondiale qui permettra de montrer que la France dans laquelle nous vivons est riche d'innovation, la France des territoires est riche d'innovation et d'engagement. Et puis nous accueillerons la flamme olympique le 12 juillet 2024. Et derrière la flamme, évidemment, c'est le soutien, l'attachement, chère Catherine Huy, aux valeurs universelles qu'elle véhicule, celle de l'olympisme, des passements de soi, mais aussi l'esprit d'équipe. 2 événements exceptionnels pour lesquels nous serons pleinement engagés. Nous voulons en faire de grandes fêtes populaires avec les maires concernés, et des grandes fêtes sportives aussi pour tous les Côtes d'Orient. Et nous souhaitons montrer au monde entier les images exceptionnelles de notre si belle nature de Côte d'Or. Mes chers collègues, le contexte est plus que jamais incertain, mais c'est dans ces situations de crise en particulier que les départements de France ont toujours su démontrer qu'ils sont véritablement une chance pour notre pays. Et donc, vraiment, je le dis comme je le pense, avec agilité et proximité, nous allons continuer de répondre sur 100% du territoire côte-d'orien aux difficultés de nos compatriotes. Et puis nous avons la volonté de continuer d'engager des stratégies d'avenir et nos orientations budgétaires en sont la traduction. En tout cas, moi je suis convaincu d'une chose, c'est pas parce que les temps sont difficiles qu'il ne faut pas espérer dans un avenir meilleur. Au contraire, nous avons en Côte d'Or tous les atouts pour envisager l'avenir avec résolution. J'ai confiance en la capacité de la Côte d'Or à apporter des réponses à nos compatriotes. Je vous remercie.